Alors l'hydrogène de son petit nom H2 est-il l'avenir des transports? Nous en parlons avec Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, avec Pierre-Étienne Franc également. La dernière fois que je vous ai reçu, vous étiez encore chez Air Liquide et depuis, vous avez pris la tête de la création et de la gestion de 5T Hydrogène, qui est un fonds de financement pour des projets d'infrastructures à hydrogène propre. Nous avons également en vidéo avec nous Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et des mobilités chez Deloitte France. On va commencer ensemble, monsieur le ministre. Est-ce que, déjà, grande question, est-ce que l'hydrogène est la solution ultime, selon vous, pour décarboner de nombreux modes de transport ? Bonjour à tous. Peut-être deux points de réponse pour commencer. D'abord dire que l'hydrogène est une vieille molécule qui est très bien connue, qui a la particularité d'être la molécule la plus abondante de l'univers, mais qui n'existe pas à l'état naturel. Il faut donc la transformer. Ce sont toutes les questions techniques que nous aborderons peut-être plus tard. Et puis pour les transports, vous savez, les transports en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, et essentiellement parce que les carburants aujourd'hui sont fossiles. Donc l'idée, c'est de défossiliser les transports. Ça passe par l'électrification et ça passe aussi par l'hydrogène. Il y a déjà plein de choses qui existent, on en parlera. Il y a des voitures qui roulent à l'hydrogène, des trains qui roulent à l'hydrogène, demain peut-être des avions légers et puis des avions lourds. Et ce qui est sûr, c'est que, alors certains disent l'hydrogène est une nouvelle hors vert du 21e siècle. En tout cas, il y a beaucoup d'applications possibles dans le champ des transports, notamment sur ce qu'on appelle la mobilité lourde, les trains, les cars, les bus, ou la mobilité un peu captive, comme les taxis, où on trouve là et je crois que monsieur en parlera tout à l'heure. Et donc oui, il y a un potentiel absolument considérable à l'hydrogène dans les transports, raison pour laquelle nous investissons massivement pour à la fois constituer la filière en amont, le produire, l'hydrogène, et puis trouver les bons cas d'usage. Et puis bien sûr, faire en sorte d'accélérer cette transition, ça veut dire aussi de rendre l'hydrogène disponible au bon prix, parce que dans l'énergie et dans les transports, le vrai sujet, c'est d'arriver au bon moment du marché avec les bons prix pour que les transformations d'usage se fassent. Il y a pas mal de défis à relever et puis les grands pays se sont positionnés sur le sujet. Donc c'est important effectivement de voir quelle sera cette stratégie française. On va avancer là-dessus. On va déjà revenir sur l'hydrogène en soi, Pierre-Étienne Franc. Quand on dit H2, ça ne suffit pas. Il faut être un peu plus précis que ça. On a de l'hydrogène liquide, on a de l'hydrogène naturel. Ah là, oui, mais il y a il y a qu'une seule molécule et elle n'a pas de couleur. Par contre, beaucoup de gens lui donnent des couleurs parce que selon la manière dont on la récupère, dont on la fabrique, elle est plus ou moins décarbonée. Donc, la base de production d'hydrogène aujourd'hui, c'est du blanc, bleu, vert. Alors maintenant, le blanc, vous venez de me l'apprendre. Bon, heureusement, blanc, c'est le naturel. J'ai compris, mais en fait, la première forme de production d'hydrogène aujourd'hui, c'est à partir de gaz naturel. On casse la molécule de gaz naturel, on fait de l'hydrogène et on émet du CO2. On a un bilan global de la production jusqu'à l'usage dans une voiture électrique qui reste meilleur qu'une solution à base de diesel, mais il faut capturer le CO2. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Un certain nombre d'acteurs le font. Air Liquide le fait et d'autres. Ensuite, vous avez l'hydrogène vert, qui est la vision qui est portée par l'essentiel des économies développées, qui consiste à dire qu'il faut faire cet hydrogène à partir d'énergies renouvelables. On casse cette fois-ci la molécule d'eau par électrolyse, et c'est là-dessus que la France essaye de développer un grand programme de support de cette filière. Et puis vous avez d'autres couleurs en fonction de la forme d'électricité utilisée. Si c'est du nucléaire, on dit parfois que c'est du rose, enfin c'est quand même de l'hydrogène décarboné. Et alors l'hydrogène blanc, effectivement, vous m'avez parlé de ça il y a juste là, c'est effectivement, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'endroits sur Terre où il y a des dégagements gazeux d'hydrogène qui s'est naturellement formé par des réactions géologiques en géologie profonde, et que si... Et donc là, le travail est fait, Le travail est fait, enfin, il faut quand même le récupérer, il faut le purifier, il faut qu'il soit aux bons endroits, parce que s'il est dans des endroits où il n'y a pas de demande, au milieu d'une vaste plaine, ensuite il faut des tuyaux, enfin, il y a toute une complexité technique, mais si demain on trouve des gisements qui sont proches de points de consommation, peut-être qu'il pourrait y avoir un avenir à cette solution, mais ça reste très expérimental, je dirais, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on essaie de faire sur l'hydrogène renouvelable. Je voudrais dire peut-être un mot sur les transports, pour reprendre ce que disait le ministre. On va en dire plus qu'un. On est dans la France rejoint une dynamique en cours, et la chance de la France, c'est d'avoir mis en place un programme qui soit transversal, systémique, c'est-à-dire de à la fois produire de l'hydrogène décarboné ou vert et de développer les usages. L'Asie a beaucoup plus de développement dans les transports aujourd'hui. Il y a plus de 20 000 véhicules qui tournent dans le monde, dans la moitié en Asie, plus de 6 000 camions et bus, il n'y en a que 500 en Europe. Mais l'Asie a beaucoup focalisé ça sur l'aval, aider les transports, et pas encore beaucoup sur l'amont. Nous avons la chance d'avoir une vision systémique qui est, à mon avis, très cohérente avec le rôle que l'hydrogène... Et l'amont, c'est ce qui permet de faire de l'hydrogène vert. Absolument. Vert ou bleu.
Et de la décarboner, parce que c'est ça le sujet. Le bilan carbone global, c'est bien comment vous le produisez, et puis les rendements, et puis le prix, et comment vous les utilisez. Et c'est vrai que certains pays vont plutôt à l'aval pour finalement solidifier le cas d'usage. Exactement. Alors que nous avons une vision totalement systémique, ce que disait très bien monsieur. Et ce que nous voulons, c'est aussi positionner les acteurs français de la filière industrielle comme des leaders mondiaux. Et pas seulement des utilisateurs d'hydrogène vert, bleu, blanc, importés d'autre part. C'est bien ça aussi l'enjeu politique d'indépendance énergétique, de souveraineté. Il va falloir qu'on trouve On va demander à Guillaume Crunel de Deloitte France qui a publié des études sur ce sujet de l'hydrogène. Parce que je posais la question à Monsieur le Ministre sur les nombreux transports qui pourraient profiter de l'hydrogène. Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus ou moins appropriés à l'utilisation de l'hydrogène? Par exemple, question pour vous, Guillaume, est-ce que la voiture à hydrogène, vous y croyez? Le fait d'y croire, c'est pas vraiment le sujet. La vraie question qui est posée avec ces modes de stockage d'énergie de substitution, c'est plutôt quand. On peut croire à beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, et ce qu'on voit, c'est que les cas d'usage les plus proches, ceux qui vont plus nous toucher, sont bien ceux liés au transport. Le ministre l'a dit, on est d'accord avec ça. Le transport longue distance, les régies de transport public. Là, je vois des taxis donc qui ont la particularité de pouvoir venir se faire le plein de manière autour d'un même point nodal. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire assez rapidement. Ça, c'est très important, et c'est important que la France se positionne avec ses acteurs en tant que leader, en tout cas collabore avec les leaders sur le sujet. Sur la voiture individuelle, là, c'est plus compliqué pour des raisons de distribution, d'équation économique. Il faut mettre l'hydrogène se transporte quand même plutôt moins bien, donc il y a un problème de granularité des réseaux de distribution. Il n'y aura pas des pompes partout tout de suite. Donc la voiture, je dirais, pour après-demain, et pour les transports à la fois publics et sur longue distance, probablement demain. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui. Alors, moi, j'ai lu aussi que l'équipementier automobile français Faurecia voulait se positionner pour devenir un champion national de l'hydrogène en produisant des réservoirs dédiés. Donc là, il est très en amont, alors. Je pense qu'on a quand même une chance en France. C'est que on a potentiellement, en tout cas, on a des acteurs sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. C'était rappelé par Pierre-Étienne et par le ministre. C'est quelque chose qui est important. On a une forte histoire avec cette molécule. Le vrai enjeu d'aujourd'hui, c'est de comprendre le fonctionnement systémique, vraiment de la production jusqu'à la distribution, d'en créer les cas d'usage et d'être capable de positionner nos acteurs sur l'ensemble de cette filière. Ça, c'est un vrai enjeu de souveraineté pour les années qui viennent. Le jeu est encore ouvert, et il est vraiment important qu'on puisse, en France et en Europe, affirmer cette capacité à apporter des solutions dans la mobilité de demain. C'est quelque chose qui sera probablement pas, je dirais, l'alpha et l'oméga de la mobilité de demain, mais en tout cas, ça aura sa place au même titre que d'autres, et là-dessus, il reste une carte à jouer. Jean-Baptiste Djebbari, vous vouliez réagir là-dessus sur Non, je réagissais à Faurecia. Je suis allé il n'y a pas très longtemps justement pour voir les systèmes de stockage d'hydrogène qu'ils conçoivent en plateforme et qu'ils vendent d'ores et déjà, notamment pour la mobilité la plus lourde. Et dire qu'on a déjà beaucoup, mais ça a été dit par les deux acteurs autour de la table, d'acteurs français références sur la production d'hydrogène. Ça a été cité évidemment Air Liquide, la production, McPhy, les piles à combustible, Faurecia, les systèmes de stockage. Et puis on a évidemment dans le champ de la mobilité, Alstom, ce train à hydrogène. On a évidemment toutes les initiatives qui sont faites sur... la SNCF aussi qui s'est engagée sur des commandes. Absolument, ça doit être il y a un mois maintenant à Auxerre, nous avons fait la première commande de train à hydrogène. Donc ce seront des TER? Ce seront des TER qui vont rouler effectivement en Bourgogne-Franche-Comté et puis partout en France. Et j'ai demandé à Jean-Pierre Farandou, patron de la SNCF, d'accélérer ce plan de déploiement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nouvelles technologies, on a des barrières à l'entrée, tout ça coûte beaucoup plus cher. Et pour rendre le prix accessible aux usagers, il faut massifier la production. Il faut développer les infrastructures, ça a été le propos sur les bornes de recharge à hydrogène. Et puis, il faut faire en sorte qu'effectivement les grands acteurs, notamment les acteurs publics, contribuent à cet effet de masse. Donc c'est vraiment pour ça qu'on tente d'entraîner l'écosystème et de faire de la France un acteur de référence. Si on peut rebondir sur ce que dit le ministre. Aujourd'hui, en France, vous avez à peu près 40 stations-service qui tournent, dont une
petite partie est vraiment à la bonne taille, à la bonne pression pour servir des usages multiples. Le plan français, c'est d'arriver à 1000 stations dans 10 ans. Sur les recharges, c'est une question. On recharge rapidement, ça? On recharge. Alors oui, on l'a pas dit. Pourquoi est-ce que c'est bien l'hydrogène? Parce qu'on recharge on fait un plein en 3 à 5 minutes. Et on a une autonomie qui va de 5 à 700 km. Donc dès que vous êtes sur une mobilité intensive ou lourde, et qu'il faut porter des grandes charges sur des grandes quantités ou tourner très longtemps, vous êtes un peu obligé de passer par l'hydrogène. D'où le modèle des flottes de taxis, par exemple, ou les modèles des flottes de véhicules utilitaires légers, qui sont en train d'être développés par Renault et Peugeot. Mais donc, pour passer de 40 stations à 1000 stations en 2030, qui est le plan de France Hydrogène, il faut investir significativement. Et ces 1000 stations, il faut les positionner dans des endroits où on va avoir des corridors logistiques de besoins qui font qu'elles sont très vite chargées. Alors on a plus de 7 milliards quand même de l'État sur l'hydrogène. Sur l'ensemble de la filière, sur les appels à projets territoriaux. D'ici 2030, c'est ça? D'ici 2030. Et c'est important de comprendre que cet argent, alors on a de l'argent aujourd'hui en Europe, le système financier est tel qu'il est, on a de l'argent dans l'économie, on a évidemment une totale complémentarité entre les fonds publics, les plans publics et le financement privé. Et ça, ce sera extrêmement important dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que l'annonce du fonds 5T, et je fais de la pub pour le collègue, Bravo. mais ce sera nécessaire. Si on veut continuer à garder ce leadership, on aura un rôle complémentaire du public qui fera finalement les premiers investissements ou qui les soutiendra très fort. Et d'ailleurs, le privé fait aujourd'hui d'ores et déjà des investissements considérables, notamment pour poser les premières infrastructures. Et c'est vrai que par exemple, les Allemands ont commencé un peu plus tôt, on en parlait il y a quelques semaines maintenant, à compter de 2013, ont figé des premières technologies et font ça de façon incrémentale. Quand nous, on a attendu un petit peu, ce qui veut dire qu'on a un effet aujourd'hui de massification un peu rapide. On doit rattraper un tout petit peu, être plus habile sur, disons, les degrés de maturité technologique pour créer cet effet d'entraînement systémique absolument positif. Mais grâce aux Allemands, on a pu développer des logiques de série et de taille de stations qui font que le prix des stations a été divisé par 2 ou 3. Et donc maintenant, on peut commencer à faire des stations beaucoup plus grosses parce que les cas d'usage sont beaucoup mieux clarifiés. Et donc arriver probablement à des coûts de revient par station et donc une utilité de la dépense publique qui est probablement beaucoup plus pertinente qu'il y a 10 ans. Mais par contre, alors le coût d'un plein pour un camion, par exemple? Alors, ça c'est le grand débat. Il faut arriver autour sous les 7 euros du kilo. Avec 1 kilo, dans une voiture, je fais 100 km. D'accord. Si on arrive sous ces prix-là, on est assez compétitif. Mais aujourd'hui, on est plutôt autour de 10. Et puis en même temps, il faut que cet hydrogène soit vert. Quand on le produit de manière verte, il coûte 1 ou 2 euros de plus. Parfois même 3. Ça dépend un peu de la manière dont on fabrique son électron et dont on l'utilise. Donc c'est là que les besoins publics d'un côté permettront d'amortir une partie du delta de coût entre l'hydrogène vert et l'hydrogène, le prix de l'hydrogène habituel. Et deuxièmement, qu'il faudra effectivement que les agents financiers aident à développer ces projets à l'échelle pour partager les risques avec les industriels qui ne peuvent pas prendre tout seuls les masses considérables d'investissements qu'il faut faire. La taille du fonds que vous créez? Alors, on ambitionne un fonds d'1 milliard d'euros. On ambitionne un fonds qui ne va pas uniquement servir à la France, qui a pour objectif de servir à tout un tas de géographies qui sont motivées pour développer l'économie de l'hydrogène et qui va accompagner les acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production d'hydrogène vert à base d'électrolyse jusqu'à son usage dans les transports, en participant en actionnaire minoritaire dans des projets qui seront construits par l'écosystème français, européen, américain et autres. On a des premiers investisseurs américains qui ont annoncé leur soutien et on espère bien sûr en avoir d'autres, des acteurs européens, asiatiques dans les semaines et les mois qui viennent. Guillaume Crunel, comment se prépare le secteur que vous fréquentez, vous, au quotidien, autour de la mobilité, à l'arrivée de cet hydrogène? Et cette question, vous l'avez soulevée, de l'enjeu de souveraineté pour l'Europe. Je dirais que de manière générale, l'hydrogène est rentré dans je dirais, les perspectives à moyen terme de l'ensemble des acteurs. C'était pas le cas il y a 5 ans, on peut tout à fait clair là-dessus. Donc il y a une bascule qui est en train de se faire. Elle se fait avec les contraintes environnementales. La période actuelle aide aussi. Donc on voit apparaître un certain nombre de projets et sont dans les feuilles de route de l'ensemble des constructeurs. On les positionne de manière un peu plus lointaine quand
quand il s'agit de véhicules individuels, en tout cas pour un déploiement massif. Maintenant, sur toute la partie transport, véhicules de transport public, là, on a des projets qui arrivent, on a des choses qui sont clairement presque sur le marché, voire déjà sur le marché. Donc, je pense que là, on est vraiment sur des histoires de poulet d'œufs autour de capacité à distribuer, capacité à avoir des coûts d'exploitation suffisamment compétitifs. Le nerf de la guerre dans le transport, c'est clairement le coût de revient au kilomètre. Donc, il y a vraiment une question autour de faire baisser le coût de l'hydrogène, si possible, faire baisser le coût de revient des bornes. Et là, il y a un effet de gain industriel qui est extrêmement majeur, ça a été dit. Et puis, s'assurer d'avoir les bons cas d'usage et la bonne distribution logistique. Et c'est pour ça que quand on parle de transport, l'important, c'est certes le territoire national, mais c'est aussi l'Europe, puisque les transports traversent l'ensemble de ces territoires. Nous, on a fait notre étude, on pense qu'avec 600-700 bornes correctement placées en Europe sur les grands réseaux, on peut assurer une correcte fluidité des transports lourds au moins routiers en Europe. C'est un investissement de 5 ou 6 milliards d'euros en aval de distribution. Ce sont des choses qui sont à portée de la main, que les acteurs ont en tête, et il est important que ça arrive assez vite. Et vous voyez l'écosystème, les constructeurs qui investissent aujourd'hui sur l'hydrogène ? Vous avez un certain nombre d'accords qui ont été rendus publics récemment entre des acteurs de l'hydrogène et puis des acteurs automobiles. On peut toujours penser que ça va pas assez vite. Maintenant, il faut se dire que les premiers, si on pense aux constructeurs automobiles, l'automobile, ça va venir, mais ça va venir un petit peu après. Il faut créer les structures, il faut créer les cas d'usage, et c'est d'abord le transport public. Et là, il y aura des choses. Oui, d'ailleurs, j'ai cité le cas de la SNCF et du TER, donc qui va se substituer au TER qui tourne encore au diesel sur les parties non électrifiées du réseau. Mais il faut attendre quand même 2025. Ça prend du temps. Oui, alors deux choses qui sont intéressantes, c'est que vous dites les parties non électrifiées du réseau, mais c'est 50% du réseau TER qui est non électrifié. Donc aujourd'hui, effectivement, les TER roulent au diesel, pour faire simple, peut-être demain avec un peu de bimode, diesel et batterie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là un marché, un cas d'usage qui est particulièrement pertinent. Et pourquoi il faut attendre 4 ans ? D'abord, notamment Alstom, qui fabrique la chaîne de traction à Tarbes, que je suis allé voir également, a déjà fait rouler des trains en Allemagne. C'est le process, alors je suis moins expert de ces sujets-là, mais d'industrialisation qui prend toujours du temps, de certification, ça je connais, c'est chez moi. Et ça prend toujours beaucoup de temps, en tout cas 3 à 4 ans pour passer effectivement d'un proto à une livraison en série, même si la série en ferroviaire, c'est toujours un concept un peu particulier, mais ça paraît tout à fait être dans les bonnes... dans les bonnes métriques. Donc je reviens sur un sujet qui est important, sur le sujet voiture, complémentarité des modes. On est aussi dans un grand plan en France d'électrification des véhicules légers, autrement dit, d'avoir de plus en plus de véhicules électriques. Et on sait très bien qu'on aura peut-être des véhicules électriques pour les plus petites voitures, et puis de l'hydrogène pour les mobilités les plus lourdes, et puis pour les grands axes logistiques. Tout ça, de toute façon, va nécessiter beaucoup d'électricité. On a fait les calculs à 2035, à 2050, avec des taux de pénétration des véhicules légers électriques importants, et puis des taux assez conservateurs finalement pour la mobilité la plus lourde. Et les chiffres qu'on a, et c'est assez consensuel d'ailleurs avec les chiffres que donnait François Bayrou, qui s'occupe un peu des mêmes sujets au commissariat au plan, c'est qu'on aura besoin de 33% d'électricité en plus par rapport à ce qu'on produit d'ores et déjà aujourd'hui. Donc ça veut dire autant en éolienne, autant en photovoltaïque, produit ici ou en partenariat avec d'autres. C'est peut-être aussi le sujet à un moment de l'hydrogène liquide. Donc vous voyez que... De nucléaire. Du nucléaire, évidemment. Vous voyez que ça remet en cause toutes les conceptions, en tout cas toutes les politiques qui ont eu cours jusqu'à présent, parce qu'on est vraiment, de ce point de vue-là, pour les transports, pour l'énergie, dans une révolution qui s'amorce, et en tout cas dans une transformation de la feuille de route publique, en quelque sorte, que nous devons nous donner pour la suite. Si je peux ajouter un point, l'intérêt de l'hydrogène dans cette histoire, c'est qu'il permet de totalement dégouloter l'usage du renouvelable. À partir du moment où l'hydrogène est là, tout le renouvelable qui arrive peut se déverser sous forme d'hydrogène, et cet hydrogène se stockant correctement, je peux ensuite l'utiliser pour décarboner tous ces usages aval dans l'industrie dont on n'a pas parlé, qui sont donc ça justifie les investissements dans les éoliennes et les panneaux solaires. Non, mais ça permet de s'assurer que cette production pourra être écoulée intelligemment. Et comme on a la complémentarité avec le nucléaire en plus en France, on a du coup une capacité à fournir en base load de manière continue de l'électricité décarbonée pour faire cette énergie très propre. Et donc c'est un très bon accompagnateur
c'est le bon vecteur de transfert du renouvelable vers l'ensemble des consommateurs d'énergie. Juste pour terminer, est-ce qu'on a une stratégie un peu spécifique à nous, la France, sur l'hydrogène ? On est un des pays qui, comme les Allemands, comme quelques autres grands pays, investissons le plus. Et donc c'est d'abord aussi une guerre de capex et donc d'investissement et une guerre économique parce que ça permettra ça de faire baisser le prix et donc d'accélérer les cas d'usage. Et puis en France, on a une stratégie qui s'appuie aussi sur une filière qui existe déjà et qui est déjà très bien positionnée. Et l'idée, c'est qu'effectivement nos industriels déjà bien positionnés en France et en Europe soient demain les leaders, parmi les leaders ou le reste, les leaders mondiaux de l'hydrogène dans un marché qui aura beaucoup cru. Et c'est ça l'objectif de la France, c'est d'avoir une stratégie nationale, européenne, avec un rayonnement d'envergure mondiale. Et pour ce faire, il y a du travail devant nous. Pierre-Étienne Franc, on a une particularité en France ? Je pense qu'on a réussi à construire une vraie vision globale du secteur. On a compris que l'hydrogène, ce n'est pas un nice to have, c'est un élément systémique de la... Moi, j'imagine que les États-Unis aussi l'ont compris, non ? Non. Le grand retard aujourd'hui est américain. Il est en train d'être rattrapé parce que je pense que le plan Biden... C'est devenu un sujet quand même de préoccupation majeure. Le plan Biden a compris intègre cette dimension hydrogène. Aujourd'hui, les États-Unis et l'hydrogène, c'était essentiellement la Californie. Il y a un certain nombre de programmes de recherche assez bien développés par le DOE, mais la Californie était un peu pionnière. Donc les pays qui avancent le plus vite aujourd'hui, c'est effectivement l'Europe de l'Ouest, la Corée sur l'aval, donc sur les transports, le Japon sur les transports et sur la production d'hydrogène que l'on va transporter d'un continent à un autre, parce qu'ils ont besoin d'importer des énergies propres, et la Chine, qui est extrêmement agressive sur son déploiement dans les transports et commence maintenant à regarder l'hydrogène vert. Donc en fait, on est à temps. Le seul enjeu maintenant, c'est d'exécuter rapidement la mise en œuvre des plans de soutien, de faire des PPP, des partenariats publics-privés ou des logiques de soutien multi-annuels qui permettent au déploiement de se faire rapidement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Guillaume Crunel qui était en visio avec nous, associé en charge du secteur automobile et des mobilités chez Deloitte France. Merci au ministre Jean-Baptiste Djebbari, chargé des transports, et à Pierre-Étienne Franc qui est président désormais du fonds 5T Hydrogène. Juste après la pause, on change de sujet, on part sur des questions juridiques que pose ce monde de la donnée.